apprenant à nous rejoindre sur scène. Oui, c'est bien le forum des nouvelles initiatives en médiation scientifique, pas le forum du CNRS. Pardon pour... ouais, c'est sur le hashtag. Mais vous pouvez utiliser ce hashtag aussi. Allez, on va être généreux. Non, bien sûr, c'est le hashtag forum CNRS. Merci à vous trois d'être là. Forum du NIMS. Ça va ? Forum NIMS, les sciences en jeux vidéo, médiation scientifique et scénarisation, ce que le game design peut nous apprendre, c'est marqué. Je vous présente nos trois invités, Raphaël Granier de Cassagnac, directeur de recherche au laboratoire Le Prince Ringuet. Vous allez nous parler de votre appétence pour les jeux vidéo en tant que média pour pousser des idées de science et transmettre ces idées. Et il sera également question d'immersion, puisque qui dit jeux vidéo dit forcément un peu immersion. On en parlera également avec Olivier Mocco, qui est juste là. C'est pas marqué sur la slide, mais vous êtes un docteur. Vous avez fait une thèse sur cette question, une thèse de sciences politiques sur cette question de jeux vidéo. On va en parler un petit peu. Et puis, bien sûr, il y a Thibaut David, que vous connaissez probablement si vous êtes dans la salle et que vous venez de Grenoble, puisque c'est l'un des porteurs de la Scientific Game Jam à Grenoble. On va en parler un petit peu, évidemment, pour notamment parler d'un projet qui a été lauréat cette année. On aura peut-être la chance, en deuxième partie de table ronde, de faire intervenir deux personnes qui ne sont pas encore sur scène, mais qui vont nous rejoindre. Je vous en dis plus dans quelques instants. Thibaut David, on va commencer par parler de cette Game Jam. C'était quelle édition ? C'était la numéro combien ? Déjà, cette année, 2019. C'était la 5e, si je me souviens bien. C'était la 5e édition, ouais. Et tout a commencé avec l'année de la cristallographie. Et voilà, les fameuses 100 ans de la cristallographie, qui ont bien saoulé tout le monde à l'époque, parce qu'on disait que ça fait 100 ans que ça durait. Alors on va couper ça du coup au montage. Hein. Voilà. Et donc je faisais partie d'un collectif avec un collègue, Marc de Boissieu, du CNRS, moi-même étant du CEA. Et pendant ce temps-là, ce collectif, en 2014, on a brainstormé sur plein d'idées de comment communiquer, vulgariser, parler de la cristallographie et des cristaux qui nous entourent. Et on en est venu à avoir cette idée de faire une game jam autour de la cristallographie en 2014. Et ça a plutôt bien fonctionné, donc on va remettre ça en 2015. Avec des projets qui sont très porteurs, enfin très parlants, très signifiants, qui sont réalisés dans des sortes de hackathons. Hein. Ça se passe comment une game jam ? C'est 24 heures, 48 heures d'affilée où on rassemble tout le monde. Voilà, c'est ça. Au début, c'était pas 48 heures parce qu'on avait des problèmes pour loger les personnes ou même du lieu, parce que j'ai oublié de le dire, on a organisé ça depuis le début avec la Casbah CCSTI qui nous a suivis dans ce projet-là en 2014 à travers le financement immédiat. Et donc on a commencé par des formats comme ça où les équipes restaient ensemble pendant 24 heures, 30 heures, et après c'est devenu 48 heures, puisque maintenant on propose aux équipes de dormir sur place. Voilà, et on les encourage à dormir, parce que on a aussi des remarques de gens en psycho qui nous disaient oui, mais vous forcez les gens à ne pas dormir et c'est pas bon, les études européennes. Non, on les oblige à dormir et ils se relaient, mais c'est pour rester ensemble 48 heures dans un même lieu, du vendredi après-midi jusqu'au dimanche après-midi, où les jeux sont présentés au grand public. Et vous êtes à la pointe des prochains de projets de jeux vidéo qui sont prototypés. On le verra tout à l'heure, tous ne sont pas destinés à devenir ensuite des jeux industrialisés à grande échelle. Non. Mais quand même, aujourd'hui, on réfléchit sur des sujets très précis en matière de jeux vidéo, alors que finalement, les jeux vidéo, au tout début, quand ça a commencé, c'était ça. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Ah, le kiff. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages.
excusez-moi, j'ai pas pu résister. C'est incroyable le parcours quand même du médium avec le temps. Et aujourd'hui, on en est à des chercheurs qui. La Scientific Game Jam, l'objectif font de la c'est de Scientific réaliser Game en Jam. 48 heures chrono un jeu vidéo autour d'une voilà Marc thématique de Boissieu, scientifique justement. amenée par un doctorant. Il a des chances de gagner, mais je pense qu'il faudra vraiment beaucoup plus de temps pour faire un truc super cool. Ça surpasse mes attentes, vraiment. C'était génial, il y a beaucoup de monde et je suis très contente. On a 8 équipes avec des game designers, des programmeurs qui, pendant 48 heures, vont se rassembler et essayer de créer un jeu vidéo qui intègre une thématique scientifique. C'est un jeu où le but est de retrouver où est passé le nuage d'Andromède. C'est chaud, mais c'est une expérience quand même. Je me sens super bien, vraiment, c'est un moment hors du temps. En fait, on n'a pas notion du temps, on n'a pas notion de ce qui se passe dehors. C'est une ambiance de challenge, de science, de fans de gaming, donc c'est vraiment... Je suis vraiment heureux d'être là. Jammers et des gamers en pleine action. Je comprends pas tout ce qu'ils disent. Enfin, repoule là, repoule. Ou alors on met une variable statique. En fait, là j'ai tendance à vouloir mettre des mots hyper compliqués. C'était surtout là, je trouvais, tu vois. C'est écrit Monatalis, je crois. Alors les profils des participants sont assez variés, mais on s'attache dans le concept des Scientific Game Jam à avoir un sound designer, un game designer, un développeur, donc un codeur, un game artiste et un scientifique. Comme un jeune en 2018, je m'intéresse aux jeux vidéo, pourquoi pas avoir un jeu vidéo sur la thématique de ma thèse? Alors, Vous pourrez la retrouver en intégralité sur le site internet de Scientific Game Jam. Qui vient, je veux dire, bien sûr, il y a des chercheurs, des doctorants, etc. Mais quel type de profils viennent vous voir pour participer à ce marathon? Il faut quand même pas mal d'envie, de motivation. Qu'est-ce qu'ils recherchent, à la fois ces chercheurs et puis ces designers, dans cette expérience commune? Alors, qui vient? Alors, c'est vrai que c'est une game jam comme il existe des milliers, voilà, dans le monde entier. Sauf que là, le concept, c'est qu'au début, on était parti sur une thématique bien précise. On était parti sur l'année internationale de Cristallo. Après, 2015, c'était l'année internationale de la lumière. Donc là, on était toujours confiant. Et puis après, en 2016, c'était l'international des légumineuses. Et là, on était un petit peu sec et on n'avait pas trop d'idées, même si c'est très, très intéressant. Et on a décidé, en réfléchissant, que peut-être le doctorant pouvait être au cœur de ce processus. Et c'est pour ça qu'on a mis le doctorant un peu comme ma thèse en jeu vidéo. Ça pourrait s'appeler comme ça, sauf que je pense que ça va un petit peu au-delà de ça. Il est acteur de cette équipe. Et les profils après, bon, ça va d'étudiants. On l'a vu au début, on avait des jeunes collégiens, voire lycéens passionnés un peu d'informatique et de numérique, jusqu'à des étudiants en design. On va avoir peut-être un témoignage tout à l'heure, ou des codeurs. Voilà, je vais pas donner le nom. Des codeurs d'écoles d'informatique ou de formation universitaire, et voire même des passionnés de jeux vidéo. Donc c'est assez hétérogène. Vous arrivez à moissonner, enfin à faire venir des gens au profil finalement assez différents. On dit un petit mot de cette édition 2019 avant de donner la parole à nos autres intervenants. Vous avez eu un premier prix, enfin pas vous, hein, mais vous avez décerné un premier prix, un projet qui s'appelle Cold Vibes. Oui. Merci. Voilà. Mais ça, c'était cette année. Vous parlez de la prochaine édition. Ouais, 2019, de cette édition 2019. Oui, effectivement, donc on a voulu, un peu comme pour l'école des fans, voilà, récompenser un peu tous les participants, et on a mis en place une grille d'évaluation avec un jury de professionnels, donc des scientifiques, des gens de la médiation, des gens du game design, de l'informatique et autres. Et avec toute cette grille d'évaluation, c'est Cold Vibes qui est sorti premier, et Pixel d'or,
Pixels d'or. Voilà, et on les a d'un ici, monde, les Pixels d'or. Il s'appelle Priscilla Larcher, elle est graphiste et étudiante au pôle supérieur de design du lycée Léonard de Vinci, Villefontaine, et Hugo Nani, doctorant en glaciologie à l'Institut des géosciences et de l'environnement, que j'invite à monter sur scène pour nous rejoindre sur cette table ronde. Ils sont juste là et on les applaudit. Voilà nos deux lauréats. Alors, voilà, un petit micro, il fonctionne. Merci beaucoup d'être là. Venez vous installer avec nous. Allez, je vous propose de vous mettre juste... il y a des sièges derrière. On a une scénographie voilà, qui permet de faire venir plein de gens. Pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure, Priscilla? Alors, vous êtes designer, je le répète. Décidément. Merci. Plus tard, je voudrais devenir game designer. Donc, c'était pour moi la première game jam, donc c'était quelque chose de très important. Et du coup, voilà, c'est pour mon expérience personnelle. Parti dans l'aventure. Ouais. Et Hugo, chercheur en glaciologie. Donc moi, je suis chercheur en glaciologie, doctorant. Et je me suis lancé là-dedans parce que, en fait, ça m'intéresse de... La communication scientifique vous intéresse de manière générale. Exactement. Et en fait, c'est un format que j'avais jamais essayé. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter ça. Et Call Vibes, c'est ça. Alors, on va vous demander de commenter. Si on peut baisser juste un tout petit peu le son de la petite pastille vidéo. Racontez-nous de quoi ça parle, Call Vibes. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce petit personnage qu'on voit circuler au centre de l'image? Alors, Call Vibes, ça parle d'un chercheur en glaciologie qui doit trouver des poches d'eau dans la glace. Essayer de voir en fait comment l'eau s'écoule, donc l'eau liquide dans les glaciers et sous les glaciers. Donc là, on l'a vu trouver une poche d'eau. Et par exemple, quand il vient à la rencontre d'une poche d'eau, il faut soit qu'il l'évite, soit qu'il passe au-dessus. Et ensuite, il a un instrument qui s'appelle un sismomètre qui enregistre en fait les vibrations générées par l'eau pour essayer de voir où est cette eau et quelle quantité d'eau il y a sous le glacier. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est inspiré de l'expérience de Hugo Nani en fait, pour essayer de déterminer l'expérience qu'on voulait transmettre. Et donc ici, c'était surtout la notion d'écoute et d'anticipation face au glacier. Et c'est pour ça qu'on a mis en place justement un système un peu simplifié du sismomètre qui nous permet d'avoir une vision en fait, du glacier et ainsi interpréter ou anticiper le chemin qu'on doit prendre. Voilà. C'est facile de travailler avec des chercheurs, des chercheuses. Est-ce qu'il vous arrivez à vous parler ou quand il y a des difficultés de communication, vous faites comment, s'il y en a? Justement, je pense que c'est un effort d'écoute et oui, de reformulation aussi de termes. Mais on serait plutôt bien sortis, je trouve. Bon, merci d'être là. Je vous donnerai un petit peu la parole. Restez avec nous, bien sûr, sur cette table ronde. Il y a avec nous Raphaël Garnier de Cassagnac, que j'ai présenté mais rapidement tout à l'heure. Vous êtes chercheur et vous êtes tombé dans le jeu vidéo avec, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça, oui. Il me rappelle des souvenirs. Ouais, il vous rappelle quoi comme souvenir? Des premières parties de jeux vidéo? Je suis incapable de citer un jeu. Si, Boulder Dash. J'ai dû jouer à Boulder Dash. Bon, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas. Paperboy, oui, tout à fait. Alors, vous venez nous parler d'immersion de jeux vidéo et de storytelling dans ces jeux vidéo à au moins deux égards. D'une part, vous êtes porteur d'une chaire, dont vous allez nous parler dans quelques instants, et puis vous souhaitez mettre en place, créer un jeu vidéo, dont on montrera quelques petites captures d'écran dans quelques instants. D'abord, quelques mots sur cette chaire, jeux vidéo, comment se monte-t-elle, où se monte-t-elle, pourquoi cet intérêt, votre discipline de départ, pardon, j'aurais peut-être dû le redire. Alors, les deux questions sont liées. En fait, moi, je suis physicien des particules, je travaille au CERN, je suis expérimentateur, donc c'est une science qui est à la fois facile et pas facile à vulgariser. Donc ça, c'est mon métier de scientifique, oui. Et donc, tout le début de l'aventure, je vais commencer plus par le jeu, c'est venu d'un moment où on m'a incité beaucoup à réfléchir à une valorisation de mes travaux de recherche. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu ça et qu'on sollicite là-dessus. Alors, valoriser la physique des particules, c'est pas très facile, il n'y a pas d'innovation qu'on peut amener dans la main du public. Donc c'est comme ça que je me suis dit, autant la valoriser par la vulgarisation. J'aime pas trop ce mot, je préfère popularisation. Et donc en réfléchissant à ça, très vite, le média qui s'est imposé à moi, c'est le jeu vidéo, essentiellement pour trois raisons. La première raison, c'est parce que c'est l'image, c'est la force de l'image, et en particulier de l'image animée, pour véhiculer des notions scientifiques.
Alors ça, on le trouve déjà dans le documentaire, hein, le jeu vidéo apporte plein de choses, mais pas forcément la partie image animée. Ce qu'apporte le jeu vidéo, c'est l'interactivité, c'est-à-dire que le fait qu'un joueur puisse expérimenter lui-même la science me paraît crucial dans le fait de communiquer la science. Alors, ça va ancrer le savoir d'une part, mais je pense que ça peut aussi permettre aux joueurs d'appréhender la méthode scientifique. Et ça, c'est un truc qui, moi, me travaille beaucoup, c'est que les gens, le public, comprennent ce qu'on fait concrètement, nous, les chercheurs, au jour le jour. Et la troisième chose qui est un peu bête, c'est que le jeu, enfin un peu bête, un peu prosaïque, c'est que le jeu vidéo, c'est l'industrie du divertissement qui est la plus grosse aujourd'hui. Ça a dépassé le cinéma et la musique ensemble. C'est 100 milliards de dollars chaque année dans le monde. Et donc, je me suis dit, si on veut toucher énormément de gens, et moi je m'inscris vraiment dans cette optique-là, mon but c'est vraiment d'essayer de faire des jeux qui puissent toucher le maximum de gens. Donc je fais pas mal de concessions, évidemment. J'évite l'effet démo, absolument. Donc voilà, c'est les trois choses qui m'ont fait me dire il faut qu'on fasse un jeu vidéo sur ma science. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc j'ai commencé à essayer de trouver des fonds pour faire ça. Donc j'ai commencé avec des fonds publics, l'aide d'un LabEx, de mon propre laboratoire, d'une SAT, pour ceux qui connaissent ces guichets-là. Et ça, c'est bien, c'est beaucoup, hein, ça peut paraître beaucoup pour un chercheur, mais c'est en fait pas assez. Pour faire un gros jeu vidéo, il faut quand même beaucoup d'argent. C'est-à-dire ? Il faut, pour un petit jeu, je dirais qu'il faut au moins 300 000 €, quelque chose comme ça, pour un petit jeu. Hein. Et l'autre extrémité du spectre, c'est un épisode d'Assassin's Creed chez Ubisoft, avec qui je travaille maintenant. C'est 12 000 hommes-mois qui travaillent sur un épisode d'Assassin's Creed. Je vous laisse calculer. Selon l'argent sur le volume financier direct, c'est énorme. On ne veut pas faire un Assassin's Creed de la physique des particules. Hein, mais... Alors racontez-nous un tout petit peu ce jeu vidéo dont on montre quelques captures d'écran. Oui, alors c'est très prototypé là, on est bien sûr pas du tout sur une livraison finale, mais quand même, qu'est-ce que vous cherchez à raconter ? Quelle est l'expérience de jeu que vous inventez pour permettre à celui qui joue à ce jeu d'apprendre ou d'acquérir des notions de science ? Alors l'idée qui peut s'appliquer à n'importe quelle science, en fait, je pense, donc nous on l'applique à la physique des particules, c'est que le joueur évolue dans un monde dans lequel la science devient omniprésente, elle est partout. Les objets de jeu habituels que le joueur a l'habitude de rencontrer sont remplacés par des objets scientifiques. Souvent, c'est pas ce qu'on fait, hein, mais souvent je dis on pourrait faire un Candy Crush avec des particules élémentaires à la place des bonbons et on aurait déjà gagné quelque chose en faisant ça. On aurait déjà invité un joueur à apprendre un certain vocabulaire. Pas encore vraiment des notions, sauf si on arrive à mettre des interactions entre les bonbons. Donc c'est typiquement ça l'intention initiale. Je ne peux pas trop en dire parce que c'est en complet développement. Ça, c'est une image qui a été faite par une stagiaire de l'école Émile Cole qui s'appelle Caroline Martinon, qui a travaillé avec nous pendant 6 mois. Celle-là aussi, enfin toutes les images qu'on a là. Et donc voilà un peu l'intention. Et donc alors ça sort quand Alors on en est où dans le développement ? On a fait un prototype. Alors on se donne le temps de réfléchir. On a fait un prototype qui était libre, qui était fait en décembre, parce qu'en fait notre financement s'arrêtait en décembre dernier. Si un miracle n'était pas arrivé, et il est arrivé. Et donc là on se donne le temps de réfléchir. Il faut au moins 1 an et demi, 2 ans pour développer un jeu. Surtout qu'on va faire plusieurs projets en parallèle, donc c'est difficile d'anticiper la date de sortie, quoi. Qui gagne votre partenaire Ubisoft ? Alors l'histoire est donc. J'étais très surpris. Donc, une fois qu'on avait ce prototype, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller voir des gens. Et puis, moi, je travaille à l'école polytechnique. Et à l'école polytechnique, on a l'habitude de recevoir pas mal de chaires industrielles avec des industriels, disons, classiques que vous pouvez imaginer associés à l'école polytechnique. Et donc, j'ai rencontré complètement par hasard des gens d'Ubisoft. Je leur ai parlé de ce projet, de l'idée de faire une chaire éventuelle à l'école polytechnique. Ils ont été difficiles à convaincre ? Non, très facile, incroyablement facile. Donc, j'ai découvert qu'ils sont eux-mêmes extrêmement intéressés par la science aujourd'hui. Et par la science, c'est-à-dire par la science au sens où ils ont besoin d'infos précises pour donner des contextes plausibles dans les jeux vidéo qu'ils peuvent pousser, ou est-ce qu'ils ont aussi derrière des volontés de pédagogie, des volontés de concevoir des jeux qu'on appelle éducatifs ? C'est quoi de la science et de la relation avec les chercheurs qui les intéresse ? C'est les deux, mon général. C'est-à-dire qu'ils ont 2 intérêts. Ils sont dans les mondes ouverts, multiplayer, ils ont de plus en plus besoin, et puis la puissance des machines aussi fait que c'est possible, ils ont de plus en plus besoin de simulations de tout type. Alors évidemment des IA pour que les personnages non joueurs pensent vraiment, enfin, soit des IA complètes, autonomes, donc ça les intéresse énormément, mais plein d'autres choses, par exemple la modélisation du terrain, des nuages, de la météo, tout ça. Donc tout ça, c'est des algorithmes scientifiques qui peuvent les intéresser, ils veulent en mettre de plus en plus dans leur jeu. Donc ça, c'est pas vraiment le sujet qui nous intéresse ici aujourd'hui, je pense. Et aussi, ils sont très intéressés par le fait que leur jeu ait du sens, mais ça, toute l'industrie, enfin pas toute l'industrie, mais beaucoup d'industriels vidéoludiques sont là-dedans. Que leur jeu ait du sens et apprennent des choses. Et eux, ils ont cette expérience avec Assassin's Creed, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils ont sorti une version Odyssey dans laquelle on ne tue plus personne.
Donc la partie un peu noire, on va dire, du jeu vidéo a disparu. Mais on se promène dans l'univers qu'ils ont reconstitué d'Athènes, c'est ça? Il y en a plusieurs, mais je crois que c'est l'Égypte le premier qu'ils ont fait. Ah oui, oui, c'était sur Origins, d'accord. Ouais, Origin. Ouais. Et Odyssey, c'est Origin en fait. Je pense que c'est pas Odyssey. Vous connaissez bien. Vous êtes joueur. Et donc, ils ont eu des retours assez incroyables là-dessus. Donc, des profs de lycée qui commencent à utiliser Assassin's Creed pour montrer visuellement et puis faire expérimenter à leurs étudiants, leurs élèves, ce qu'était l'Égypte antique ou tout autre domaine. Donc, je pense que c'est une démarche qui a démarré comme ça. Ouais. Ils ont embauché il n'y a pas longtemps un directeur scientifique chez Ubisoft qu'on connaît bien, qui s'appelle David Louapre. Exactement. Et qui est aussi, pour celles et ceux qui le connaissent, Science Étonnante, ça vous parle? Qui connaît Science Étonnante? Ben oui, tout le monde connaît. L'auteur de Science Étonnante est directeur scientifique chez Ubisoft. Tu nous regardes, David, ce qui n'est pas du tout le cas. Bonjour. Une petite partie de l'équipe, là, c'est cette photo-là montre. Ouais, c'est l'équipe actuelle. Donc ambiance détendue, on bosse, mais on reste dans les jeux vidéo quand même. Hein. C'est ça. C'est l'équipe presque actuelle et donc le groupe grossit. Donc pour animer cette chaire qui fera plein de choses, hein, mais l'idée c'est d'avoir un game lab, comme on dit, une petite cellule de professionnels de l'industrie vidéoludique qui soit en résidence vraiment dans un centre de recherche multidisciplinaire. Et les premiers retours que j'ai de eux, c'est que c'est fascinant, et c'est peut-être un peu le même retour que le tien que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la communication directe avec des scientifiques. Il y en a un qui a fait du serious game avant, il disait voilà, tu fais un jeu pour une banque, le banquier il est très très loin, tu peux pas lui parler, tu comprends pas son besoin. Là ils sont près de nous et ils viennent nous parler tous les jours en nous disant hey, j'ai pas compris ton truc là, c'est quoi? Donc ça crée de la richesse et du contenu naturellement. Il y a aussi un autre projet, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Cette image, elle est destinée à montrer que la dimension pédagogique des jeux vidéo, elle peut être utilisée. Là, dans le cas présent, c'est quoi? C'est un TD? C'est une petite expérience qu'on a fait avec la société qui s'appelle Manza Lab, où on va ensemble, en réalité virtuelle, montrer des objets qu'on ne peut pas montrer en réalité normale. Donc là, il n'y a pas de dimension ludique dans cette expérience-là. Mais typiquement, moi, je travaille sur des expériences qui font 25 mètres de haut, 30 mètres de long. Et puis, on a beau leur montrer ça sur des petits écrans, on ne comprend pas quelle est la réalité de ça. Et donc, on emmène les étudiants donc, pour toucher du doigt cette réalité-là, on leur met des masques. Et là, on est clairement dans l'immersion. Et dans un système où on peut montrer des films, interrompre, montrer. Le professeur, qui est lui aussi en réalité virtuelle, on est avec des avatars là, dans le monde virtuel, peut montrer des choses dans l'environnement. Donc, ça, c'est plus sur le côté vraiment éducatif. Ça fait un point commun avec ce dont on parlera cet après-midi. D'autres personnes qui nous rejoindront cet après-midi parleront de cette dimension immersive avec, pareil, des casques de réalité augmentée ou réalité virtuelle. Olivier Mocco, quand vous entendez tout ce qui se fait, tout ce qui, à la fois sur la Scientific Game Jam, avec ces innovations à la pointe des jeux vidéo de science, je ne sais pas comment le dire, cette chaire dont on n'a pas encore parlé, mais dont on va dire quelques mots dans quelques instants, quelle est votre réaction immédiate, vous qui connaissez bien les jeux vidéo, pour avoir fait une thèse là-dessus, voilà. Comment vous réagissez? La thèse, c'est jeux vidéo, problèmes publics, régulation privée, histoire sociopolitique des dispositifs de contrôle des contenus. Oui, mais je me dis que... Vous allez nous faire ça en 180 secondes? Bonjour. Je me dis que tout est affaire aussi de langage. Hein. La preuve, mon titre, c'était une langue à apprendre. Et quand on fait des jeux vidéo aussi, donc moi je suis finalement quelque part traducteur entre le monde du jeu vidéo et d'autres univers. Non, moi je suis très très content que ça sorte de l'industrie et que les labos aussi sortent et se rencontrent. Quand on voyait la publicité de Maniavox, il ne faut pas oublier que dès le départ, le jeu vidéo avait une dimension éducative qu'on a perdue après dans les 90 quand Sega et Nintendo se sont affrontés, etc. Profit du pur entertainment. L'entertainment pur, mais ça a ensuite, il y a eu une longue traîne, on va dire, dans les années 2000, et puis depuis 2010, notamment, il y a eu un plan du gouvernement pour le serious gaming, ça a relancé un petit peu tout cela, donc il y a un mouvement global assez intéressant, clairement. De quoi parlait votre thèse en quelques mots? Alors c'était sur la construction de la représentation du jeu vidéo, l'absence de politique publique, qui est une décision politique, et enfin l'impact sur les contenus. Et donc il y a une partie sur l'analyse de GTA 4, et je suis très fier d'avoir fait une analyse du contenu de GTA 4. On a fait un bouquin même. Oui. D'ailleurs, la photo qui est diffusée dans le générique vient de cette partie-là de votre expérience, de votre carrière. Qu'est-ce que vous avez fait après votre thèse? Racontez-nous un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, vous avez créé quand même 2 sociétés, vous avez travaillé un petit peu en tant que chercheur. Racontez-nous ça un petit peu.
Rapidement, moi j'ai travaillé 1 an et demi au CNRS à la MSH Paris Nord pour un projet de jeu vidéo sur l'électrification du marché européen de l'électricité. Donc il fallait modéliser le marché et essayer de travailler sur les problématiques d'aménagement du territoire, d'impact écologique. Et au bout d'1 an et demi, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré, ce qui fait que je me suis lancé dans l'aventure de faire vraiment des jeux. Et c'est souvent une question de timing, une question de financement, une question aussi de faisabilité. Et c'était plus simple de faire des jeux en dehors de l'institution. C'est comme ça que Vous étiez consultant au départ ? J'ai commencé consultant, pour des différents grands comptes, puis concepteur, game designer en indépendant. J'ai monté ensuite une première société qui s'appelait The Good Drive avec Renault et ECF. Voilà. On a des images là, je crois que c'était le lancement de The Good Drive. C'est le lancement, voilà. Ouais, tout lancement. Absolument. Ouais. Donc ça, ça fait un jeu vidéo pour apprendre à conduire avec les écoles de conduite françaises. Donc on l'a sorti il y a maintenant 3 ans. Ça fait 5 ans qu'on existe, depuis quelques jours. Et voilà, et ensuite j'ai créé Gaming Society pour faire de la médiation culturelle, scientifique, artistique et technique. J'ai mis les 4 termes ensemble parce que c'est 4 choses qui m'intéressent, tout simplement. Et dans ce cadre-là, on fait des jeux donc, avec des institutions publiques, pas mal, que ce soit l'INSERM, que ce soit une dont je ne peux pas encore parler, mais un très gros musée international, sur de la médiation culturelle, et puis voilà. Et c'est déjà énorme. The Good Drive, ça marche comment ? Ça marche comment ? Ça marche avec le jeu. Alors ça, c'est un autre jeu. Alors ça, c'est celui dont on parlera peut-être après, bien sûr. The Good Drive, ça fonctionne avec un ordinateur, un smartphone qui vous sert de volant, et vous avez une dizaine d'heures de programme d'apprentissage de la conduite. On a travaillé avec des pédagogues, avec même des chercheurs de certains labos sur les effets cognitifs et la perception, la psychomotricité, comment finalement gérer une manette ou un volant, c'est le même principe, la même mécanique qui est à l'œuvre. Et donc, c'est intégré dans le programme et ça fait gagner jusqu'à 6 heures. C'est-à-dire que cette immersion-là, permise par The Good Drive, puisqu'il s'agit d'immersion là encore, permet de gagner du temps cognitif. On comprend mieux, on comprend plus vite avec les jeux vidéo. Alors, c'est pas tant avec The Good Drive. On comprend mieux et aussi, on apprend du geste technique. Mais pas que technique, c'est-à-dire de l'appréhension de l'espace. On travaille sur la cognition, sur la compréhension aussi des règles. C'est très important, c'est des mondes réglés, le monde de la conduite. Pareil, dans un jeu, on crée aussi des systèmes de règles, des dispositifs, donc finalement, c'était quasiment la même chose. Ouais, mais il n'y a pas toutefois ce rapport au réel, l'environnement, enfin, je veux dire, Si. Et l'idée, en fait, c'est de faire réel et de faire réaliste. Alors, c'est toujours problématique. Qu'est-ce qu'on modélise quand on fait une simulation ? Est-ce qu'on simule la réalité ou d'autres réalités ? Moi, j'ai souvent tendance à dire, encore quelques étudiants qui me restent, que la simulation, c'est une modalité d'écriture, de représentation et de figuration du monde, mais on peut simuler des imaginaires. Quand on parle d'Assassin's Creed ou de Skyrim ou de GTA, c'est pas la réalité. C'est une vision qui, après, donne sens et en tout cas est appréhensible. Et ça, je crois que c'est assez intéressant parce que l'interactivité vous permet d'agir dans quelque chose qui vous répond. Et je crois que cette question de répondant est aussi fondamentale. Est-ce que vous avez l'impression, je reprends un petit peu ma question de tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression que le regard des chercheurs sur le jeu vidéo en tant que média qu'on peut utiliser pour transmettre des idées de science a changé ? Et si oui, en quoi ? Totalement. Moi, quand j'ai commencé ma thèse en Sciences Po, on travaillait sur le jeu vidéo, on rigolait, on me tapait sur l'épaule, tu passes ta journée à jouer. Ouais. Et maintenant, oui, ça a totalement changé. Après, il y a toujours des difficultés. Encore, il y a des petits résidus de croyances sur les effets négatifs. Le jeu vidéo, ça rend violent et ou addict. Il y a eu un retour là grâce à l'OMS qui l'a inscrit, qui essaie de le mettre dans le DSM-5 pour justement, et ça c'est encore une pratique de médiation scientifique, c'est-à-dire que pour eux, c'est pour qu'on fasse des enquêtes épidémiologiques sur l'impact du jeu vidéo, mais la communauté l'a considéré comme une classification ou une validation du fait que c'est addictif. Donc voilà, on est dans un métadiscours, mais c'est un peu l'idée. Ouais, donc en tout cas, évolution. Raphaël Granier de Cassagnac, c'est une évolution qui est liée à quoi ? C'est juste parce qu'on a mieux communiqué auprès des chercheurs, des chercheuses pour leur dire attention, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ceci. C'est parce qu'il y a des scientifiques game jam, des choses comme ça, ou c'est juste un effet générationnel ? Je pense que c'est juste un effet générationnel pour moi. C'est que il y a de plus en plus enfin c'est juste l'âge qui passe, quoi. Il y a de plus en plus de chercheurs qui sont en capacité de pouvoir, on va dire, qui sont nés avec des jeux vidéo dans les mains, en fait. Enfin, nous, notre génération, on a découvert le jeu vidéo quand on était adolescent. Thibaut David, même point de vue ? Vous pensez que c'est juste une question de génération ? Non, mais c'est la même chose, oui. Et est-ce que vous-même, vous étiez joueur, d'ailleurs ? Je ne vous ai pas demandé.
Oui, j'avais l'Amstrad CPC 464, cassette, 6128 disquettes, Commodore 64, Amiga 500, enfin un peu. La totale. Oui, voilà. Il a des bonnes références en tête. J'ai un peu initié, c'est vrai, mon collègue Marc de Boissieu, qui lui n'était pas trop dans les jeux vidéo. Et en fait, petit à petit, voilà, il s'y est mis un peu et on a commencé comme ça. Mais, Hugo et Priscilla, vous êtes vous-même joueur, joueuse ou pas plus que ça? Alors moi, pas du tout avant. D'accord. Vraiment, à part les jeux sur le Age of Empires quand j'étais au collège. Ouais. Est-ce que vous pensez, comme ça a été dit un petit peu tout à l'heure par Raphaël Granier, que après tout jeu, quel qu'il soit, finalement, peut se prêter à de la médiation scientifique au regard de votre expérience à la Scientific Game Jam, au sens où voilà, on pourrait utiliser, c'était Candy Crush que vous citiez? Oui, juste. Bon, c'était juste pour que forcément ça un parle à exemple tout le un monde, petit peu caricatural, mais l'idée est là. Et vous citiez Assassin's Creed, et voilà, il y a Civilization aussi. Je ne sais plus si c'était vous, Olivier, qui me citiez ça au téléphone, qu'il y a des jeux classiques qu'on peut utiliser, qu'on a utilisés sans le savoir pour connaître, pour apprendre de la science. Hugo, vous pensez qu'il faut concevoir un jeu vidéo à des fins de pédagogie ou de communication scientifique, ou est-ce que, à la limite, on peut ouvrir n'importe quel jeu à cette fin? Je pense que j'aurais pas de réponse tranchée sur ça. Ça dépend vraiment du public et je pense qu'il y a des jeux qui vont être plus, voilà, qui vont essayer d'être didactiques, presque voilà ce que vous appelez les serious games. Mais après il y a des jeux qui peuvent donner, typiquement là vous parliez, moi je sais que par exemple des jeux comme Age of Empires, Age of Mythology, même s'ils sont pas destinés à apprendre des choses, ils sensibilisent beaucoup, typiquement à la mythologie, au Moyen Âge, aux époques, même si c'est pas un but affiché pédagogique. Donc c'était votre point de vue aussi Oui, c'est les deux en fait. Il y a sans doute des gameplays qu'on peut revisiter et utiliser pour la médiation scientifique. Donc on prend c'est l'exemple Candy Crush, même s'il est très simple. C'est on prend un gameplay qui existe et on change des choses pour l'utiliser nous pour la médiation scientifique. Et à contrario, je pense qu'il y a aussi plein de gameplays à inventer liés à la science elle-même. C'est-à-dire la science a plein de mécanismes, c'est des systèmes complexes. Souvent la science, il y a sans doute dans ces systèmes-là des éléments à prendre pour fabriquer des gameplays adaptés. Thibaut David, vous hochiez de la tête? Oui, si je peux rebondir, je suis d'accord avec ça. Par exemple, sur l'exemple de Candy Crush, en 2014, il y a des étudiants d'une école d'ingénieurs ici sur Grenoble, Cimag, et qui on avait lancé ces jeux vidéo, qui ont détourné justement Candy Crush en l'appelant Atomic Crush, et en remplaçant les bonbons par des atomes. Et après, on avait une petite table de craft pour faire, par exemple, du chlorure de sodium, et on avait du sel avec des pouvoirs, et on avait différents environnements. Donc oui, ça c'est ce que les spécialistes, je ne suis pas spécialiste de ces études, mais appellent le serious gaming, où on détourne. Et c'est vrai qu'après, dans les Scientific Game Jam, on laisse la liberté du gameplay. Et donc il y a des personnes qui vont soit détourner, par exemple, Tetris, pour en faire un litho Tetris, et donc là il y a un gameplay qui existe déjà, ou d'autres vont carrément inventer pour mettre les émotions. On l'a entendu, le son designer, c'était très important d'avoir ce ressenti de glace qui craque, d'ambiance sonore, mais également graphique. Donc voilà. Olivier Mocco. Absolument, je crois qu'il y a souvent eu des usages, un type d'apprentissage tangentiel, c'est le jeu qui produit un intérêt A, et ça c'est très important de le valoriser. Et après, les dispositifs créés pour. Il y a un point qui est important, ce que vous disiez, c'est le gameplay, c'est le message dans le jeu. Le gameplay, c'est le message. C'est-à-dire les mécaniques de jeu, les conditions d'interaction, les modalités d'interaction, conditions de victoire et de défaite, objectifs, etc., constituent un message ultra fort. Après, on peut le mettre du skin, c'est-à-dire de l'habillage, changer les périodes historiques, les personnages. Voilà, travailler sur l'habillage graphique est fondamental et audiovisuel parce que c'est ce qui va aussi créer de l'appétence. Mais le cœur d'un message fort dans un jeu vient de sa mécanique. Sinon, faisons des BD. Il y a des médiations qui sont scientifiques autour de choses comme ça. Faisons des choses qui existent. C'est pour ça que c'est intéressant de se dire qu'il y a des gameplays qui existent, qui sont aussi évidemment très transposables. Et il faut les transposer, les modifier. Et puis il y en a évidemment à inventer très clairement. Et justement, est-ce qu'on peut, quand on est chercheur, avancer sur la conception d'un jeu vidéo sans vraiment faire appel à des professionnels? On sait le métier de construire un gameplay. On sait que les moyens ne sont pas toujours énormes, mais idéalement... Parce que je ne veux pas cafeter, mais il y en a un entre vous trois qui m'a dit au téléphone, la plupart du temps, les jeux scientifiques sont mauvais, sont chiants. Je ne dirais pas qui.
veux bien plaider coupable. Hein, ah, ça sert à rien que j'essaie de vous protéger. D'ailleurs, en fait, Olivier Mocco, je crois qu'il avait dit à peu près pareil. Je crois qu'on est presque tous d'accord, j'ai entendu. Non, mais il y a une grosse difficulté, c'est que on parle beaucoup d'immersion. Un des dispositifs les plus immersifs que je connais, c'est le livre. Donc pour moi, c'est un sujet qui est réglé. C'est pas une question de support, c'est une question de contenu. Par contre, pour faire des bons jeux, c'est une question de support. Et la grosse difficulté, c'est qu'il y a un ensemble de compétences qui soient des compétences de code, qui soient des compétences en graphisme, 2D, 3D, FX. Il y a tout un corpus, en fait, un ensemble de métiers qui travaillent ensemble et qui sont à faire travailler ensemble. Je crois que c'est aussi la grosse difficulté. C'est pour ça que c'est génial que vous puissiez les avoir en résidence et créer des incubateurs comme on a pu en voir pour essayer justement par capillarité, apprendre à parler ensemble, à travailler ensemble. Et de toute façon, on n'apprend qu'en faisant des jeux, pour le coup. D'où l'intérêt de dispositifs comme la Scientific Game Jam et d'autres. Peut-être pour répondre à ta question, moi, quand j'étais ado, je scénarisais beaucoup de jeux de rôle et de choses comme ça. Parce que vous êtes auteur aussi, hein, je l'ai pas dit. J'écris aussi pas mal, mais je scénarisais beaucoup de jeux de rôle pour moi, pour mes amis et tout ça. J'en ai écrit quelques-uns et je pensais que ça suffisait pour être game designer, quoi, pour créer un jeu vidéo. Et ben, je me plantais sur toute la ligne. Je l'ai découvert en embauchant un game designer, en discutant avec lui, en comprenant que c'est un métier à part entière qui s'apprend, qui est très complexe. D'un point de vue, alors moi, je me posais la question de savoir ce qu'on apprend vraiment dans un jeu vidéo. Qu'est-ce que de la science est transmise par finalement un jeu vidéo, au fond, idéalement. Est-ce que c'est comment la science se construit, la méthodologie scientifique? Est-ce que c'est de la culture scientifique au sens où, ah tiens, je ne savais pas que les pyramides étaient construites de cette façon? Est-ce que c'est plutôt l'un? Est-ce que c'est plutôt l'autre? Est-ce que ça peut être les deux en même temps? Ou est-ce que c'est impossible et qu'on ne peut pas tout demander à ce média? Je pense que vous avez quasiment répondu à la question. Je pense que ça dépend, en fait. Ah non, c'était une question pour le coup. Hein. Oui, mais la réponse était dans la question. Ah bon? Non, mais ça dépend. Et il faut y réfléchir quand on conçoit le jeu. À quel est le message qu'on veut, quelles sont les connaissances ou le message qu'on veut véhiculer. Toutes les catégories que vous avez dites, on peut les transmettre dans un jeu vidéo. Ça me paraît sûr, mais c'est un angle différent selon qu'on veut. Par exemple, on peut faire un jeu sur l'histoire scientifique, où le personnage va se balader dans l'histoire scientifique, côtoyer les chercheurs, voir leurs expériences. Voilà. Donc là, le joueur va apprendre l'épistémologie, toute l'histoire scientifique, les choses comme ça. Mais pour qu'il apprenne en même temps, par exemple, une méthodologie scientifique, c'est peut-être pas évident. Ou alors le jeu va grossir. Enfin, et ça, c'est une question centrale quand on construit un jeu scientifique. Je pense qu'il faut intégrer dans la réflexion. Bien réfléchir à quel est le niveau de message scientifique qu'on veut communiquer, quoi. Thibaut David, vous êtes sur cette idée aussi. Je crois qu'on avait discuté téléphone, là, ça me travaille depuis ce moment-là sur jeux scientifiques. Je me disais, vous parliez, est-ce que c'est des jeux scientifiques ou pas? Donc là, j'ai toujours pas de réponse tranchée. Je ne sais pas ce que c'est un jeu scientifique. Est-ce que c'est un jeu qui intègre... c'est comme jeu sérieux. Enfin, des spécialistes m'ont essayé de m'expliquer. Ouais, c'est un jeu sérieux, c'est pas un jeu Donc sérieux. c'est pas un jeu en fait. Là, ouais, moi, on fait des jeux vidéo, voilà, avec des outils numériques. Et donc pour répondre à la question là, sur ce que peut passer finalement transmettre. Ce que peut transmettre. Cette immersion que permet les jeux vidéo. C'est lié après à la scénarisation qu'on en fait. Moi, je vois ça en fait comme des productions d'objets et c'est surtout important. Et on le voit en travaillant avec nos collègues de la casemate que la médiation est hyper importante. C'est-à-dire que lorsqu'on déploie les jeux pendant la fête de la science, on met les petits ordinateurs et tout. Donc c'est vrai que là, tous les gamins, ils sont attirés et tous les parents qui les retiennent. Non, on va aller voir l'autre stand parce que voilà, il y a un effet démo. Waouh, ça c'est de la science, là c'est pas de la science. C'est des jeux vidéo. Et puis sauf que c'est des jeux vidéo, sauf qu'ils reviennent. Et le fait d'avoir un médiateur qui a construit autour, il peut lui parler aussi bien des métiers du numérique. Beaucoup de parents nous disent mais c'est super parce que du coup notre enfant veut faire un métier dans le numérique mais on n'a pas d'informations, on ne sait pas comment il faut faire, c'est quoi. Donc il suffit qu'il y ait un doctorant, il suffit qu'il y ait une designeuse ou qu'il y ait un informaticien qui soit là pour présenter le jeu, donc il peut en parler. Après ça peut être un scientifique, donc on peut prendre comme prétexte, par exemple on avait un jeu, La Lumière en danger, qui parle des diodes électroluminescents, donc ça peut être le prétexte de parler, puis après de prendre un petit modèle pour parler des particules, de parler de photons, d'électrons ou autres. Donc à chaque fois, je repense aussi à un test qu'on a fait cette année dans le Scientific Game Jam, là, sur un concept, d'utiliser la plateforme Twitch, qui est une plateforme les jeunes ou les moins jeunes se filment en train de jouer. C'est un succès énorme. Et c'est un succès énorme en Tout plus. le monde dit mais c'est quoi, c'est n'importe quoi. Donc, et vous avez utilisé cette plateforme? On a utilisé cette plateforme où on a fait deux choses. Premièrement, on a repris des jeux qui avaient été produits, les prototypes qui ont été produits pendant Scientific Game Jam, et de là que les animatrices, les médiatrices
parler un peu de concepts scientifiques, des électrons, des photons, et en même temps jouer. Et deuxième chose, c'est qu'on a pris un jeu pour parler de l'évolution du darwinisme, on parlait de ça tout à l'heure, on a pris Pokémon. Et donc ça a été un prétexte dans l'évolution des espèces pour parler d'évolution. Ouais. Tout est possible, après il faut savoir ce qu'on fait. Et on parlait tout à l'heure de simulation, de modélisation, il faut connaître les limites. Mais à mon avis, c'est un objet qu'on peut utiliser dans tous les cas. Olivier Mocco, votre réponse à vous en tant que responsable de ces deux sociétés dont on a parlé rapidement tout à l'heure, sur l'expérience proposée par le jeu vidéo, qu'est-ce qu'elle permet de garder en termes de contenu scientifique, surtout en termes de démarche scientifique? Est-ce que vous pensez... Il y a une grande difficulté, c'est la temporalité de l'expérience. C'est-à-dire que, est-ce qu'on essaye de faire effectivement des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, des gens qui ont une culture scientifique déjà, et puis dans un dispositif d'apprentissage, il y a aussi le destinataire, quoi, du message, du dispositif. C'est vrai que moi je viens du public doublement, et ça m'intéresse de dire qu'avant tout, à qui on s'adresse. Déjà, ça va vous définir énormément de choses. Parce que ça va définir les supports, les contraintes, mobiles, consoles, PC, etc. Est-ce qu'ils ont une culture ludique? Comment? Et puis, quelles sont leurs cultures populaires, références? C'est ça qui est très intéressant. C'est de partir aussi du destinataire de ça, en fait, du bien commun, c'est-à-dire du commun cette fois-ci. Pas forcément que du sujet. Et donc, c'est cette rencontre des deux. Et c'est aussi le moment où on travaille ensemble, où on rencontre des gens qui vivent cette science indirectement, ces découvertes, ces applications aussi de la société. Et donc là, il y a un vrai travail dessus. Après, évidemment, sur l'apprentissage, très clairement, on le sait, ça permet d'apprendre beaucoup de savoir-faire et de pratique. Tout ce qui est apprentissage de procédures, de tests, d'essais-erreurs, de l'hypothético-déductif même, ça fonctionnerait plutôt bien. Après, il y a plusieurs modèles scientifiques, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs conceptions. Et ça se définit quasiment en amont. Enfin, ça se définit en amont. Qu'est-ce qu'on veut en faire aussi, dès le départ? Avez-vous des questions pour nos intervenants? Et là, tout le monde lève la main. Oui, monsieur. On va vous donner un tout petit... Non, pourquoi un tout petit? On va vous donner un micro. Je vais juste vous demander de bien vouloir, en une phrase, de vous présenter. Vous êtes chercheur vous-même, médiateur? Non, moi plutôt médiation, puisque je travaille à la casemate. J'avais une question, notamment par rapport au jeu. On a parlé du gameplay. Est-ce qu'aujourd'hui, faire un jeu vidéo, c'est pas compliqué par rapport en fait au gain en gameplay? Je m'explique. Aujourd'hui, il existe plein d'autres façons de faire du gameplay, et notamment, je pense aux jeux de société. Et est-ce que justement, s'il n'est pas plus facile de faire un jeu de société qu'un jeu vidéo, et par là explorer d'autres thématiques de gameplay qui permettent de faire de la médiation scientifique? Qui souhaite répondre à cette question? Peut-être. Olivier Mocco. C'est une réflexion que je me suis aussi souvent posée. La difficulté du jeu de plateau, c'est que c'est un jeu physique et que ça nécessite une présence dans l'espace dans lequel vous le distribuez, ce qui est nécessaire dans les espaces de médiation scientifique tels que le vôtre, mais qui pose question sur comment faire venir ces publics. Très clairement, moi je travaille pareil avec un musée, comment faire venir les personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée. On sait que les politiques culturelles ne font pas venir les gens, mais ne renforcent que les positions sociales, malheureusement. Hein. Donc il faut réfléchir à comment aller les chercher. Donc, aller travailler avec les ludothèques, certainement, vous avez des espaces, mais ça pose l'espace de diffusion derrière. Et de massification du jeu, justement. Aussi, oui. Vous vouliez intervenir, pardon? Non, pas... Non, je pense que c'est ni plus difficile ni plus facile, c'est juste très différent, quoi, ouais. comme tu viens de le dire. Ouais. Est-ce qu'il faut toujours avoir un médiateur à côté d'un jeu vidéo pour que vraiment les idées de science passent? Ou est-ce qu'on peut imaginer un jeu vidéo autonome, autoporteur, qui fasse... Oui, en ce qui concerne les prototypes qui sont faits, nous on avait voulu en poursuivre en prenant des stagiaires qui étaient dans les équipes, en se disant voilà, on va aller plus loin parce qu'on travaille aussi avec la Maison pour la Science et on voulait utiliser ces jeux comme des outils d'introduction de médiation pour les professeurs. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, on pouvait un petit peu améliorer. Donc ça dépendait du concept, donc comment il avait été pensé au début. Donc il y a un jeu là qui parle de la science des matériaux qui est plus, entre guillemets, jeu sérieux, qui se suffit lui-même, parce qu'il y a les explications, il y a du texte. On ne tombe pas non plus dans une encyclopédie avec quelques petites parties ludiques.
Ça, c'est pas, je pense, que ce qu'on veut faire dans le cahier des charges. Après, il y a des jeux, comme c'est des prototypes, non, il faut avoir quelqu'un à côté parce qu'ils ne marchent pas. Oui, c'est ça. Parce que les gamins vont craquer en disant t'as vu, j'ai fait apparaître 1000 personnages à la place de 1, tu tapes sur ces touches-là, tu fais ça. Voilà. Ah non, mais c'était pas le but, mais bon. Ouais. Donc c'est. J'aimerais rajouter juste un point qu'on oublie toujours quand on fait des jeux vidéo, c'est que dans l'industrie, vous mettez 1 euro en prod, 1 euro en communication marketing. Et ça, c'est ça aussi qui fait qu'il y a une médiation. Jeuxvideo.com, c'est la première plateforme de médiation de jeux vidéo en Europe. Voilà. Il s'avère que c'est un site de jeux vidéo, mais ensuite vous avez Twitch. Et ensuite, ça fait de la médiation, c'est-à-dire que quand vous arrivez, vous jouez à Assassin's Creed, vous avez déjà su comment jouer à Assassin's Creed. Vous avez l'E3 en ce moment qui vous dit comment vous allez jouer à tel jeu, qu'est-ce que vous allez en attendre, qu'est-ce que vous allez ressentir, qu'est-ce que vous avez aimé, avec qui et comment. Ce qui fait que quand vous rentrez, vous avez tout le travail que nous, NOAPAC, on fait nos jeux scientifiques, on fait nos jeux à nos échelles, qui est de médiation. Là, c'est géré déjà par l'écosystème de l'industrie culturelle. Et donc, peut-être qu'il y a aussi à réfléchir ça, comment finalement on accompagne tout cela par de la communication, par des liens, et je pense que c'est votre mission au CNRS de travailler cette communication-là. Et le jeu, finalement, est un produit parmi d'autres, un média parmi d'autres. Juste pour rebondir là-dessus, autant on peut facilement faire venir des scientifiques sur des jeux scientifiques, autant si on veut aller chercher d'autres gens, l'euro qu'il faut mettre sur la com, il est indispensable. Y a-t-il d'autres questions de la salle? Oui, madame. Et après, je vous demanderai ce qu'il devient ou va devenir, peut-être, votre jeu vidéo. Bonjour. Bonjour, je suis en médiation scientifique. Ma question, c'est par rapport aux jeux scientifiques, justement parce que la recherche et la tendance à changer. En fait, il y a des mises à jour tout le temps, et par rapport aux particules, peut-être un peu moins, mais il y a des thématiques qui demandent à être mises à jour tout le temps. Et par exemple, vous avez parlé de Assassin's Creed, c'est des faits historiques qui ne risquent pas finalement d'être chamboulés, et on sort quand même des épisodes assez fréquemment. Donc, qu'en est-il quand un jeu vidéo prend justement 2 ans de production et qu'au fur et à mesure, la science ramène d'autres réponses à la problématique? Est-ce que c'est pas plus simple justement de faire peut-être des productions faciles et vite pour répondre à des problématiques ou vulgariser ou populariser la science? Vous voulez dire que la science bouge vite, oui, et que le temps de développement d'un jeu vidéo, il peut pas être aussi rapide que certaines disciplines scientifiques, le développement de certaines... Bonne question. J'avais pas pensé parce qu'effectivement, physique des particules, depuis qu'on a découvert le boson de Higgs, on est assez tranquille, mais on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise bientôt et d'une nouvelle particule qui effectivement révolutionnerait tout. Les jeux vidéo peuvent de plus en plus aujourd'hui se mettre à jour, et donc si j'attaquais une science dont l'évolution est rapide, je mettrais dans tout le développement l'idée qu'il faudra peut-être faire des mettre à jour, des nouveaux épisodes et c'est intéressant d'ailleurs, je trouve, justement, mettre en avant un système d'extension avec il y a plein de jeux univers disciplinaires différents ou connexes. Un système de paramétrage, quand on avait fait un jeu qui s'appelait Formac Monnaie, on avait travaillé avec des chercheurs sur un modèle économique. Attention, c'était une vision qui nous plaisait bien. On sait la partialité aussi des sciences économiques, où on va dire les différentes chapelles qui s'affrontent. Sur des pratiques comme celle-là, c'est vrai que les temporalités de la science, je te rejoins, sont pour moi plus longues que celles d'un jeu vidéo. Même si quand on est en train de le faire, parfois on se dit c'est long à faire. Un jeu. Mais si vous voulez le dernier scoop scientifique, ça vous coûtera 99 centimes d'euros. Ça va, c'est pas trop cher. Une autre question de la salle? Qu'est-ce qu'il va devenir Cold Vibes? Est-ce que vous avez envie de le poursuivre? Est-ce que vous avez le temps de le poursuivre? Effectivement, c'est une question de temps, je pense. Mais c'est vrai que on a commencé à discuter justement de la partie plutôt narrative, ou en tout cas sur ton expérience, parce que je me dis que c'est de là qu'on peut partir pour essayer d'explorer d'autres possibilités. C'est une manière, ton expérience empirique peut donner lieu à peut-être d'autres formes aussi, parce que là c'est un platformer, mais ça peut très bien devenir quelque chose en réalité virtuelle, on ne sait pas. Mais c'est vrai que moi, pour l'année prochaine, j'ai un mémoire à faire. Et je pose cette question justement du personnage qui serait à incarner dans les jeux vidéo pour la médiation scientifique. Je me dis que ça peut être, en intuition comme ça, un vecteur intéressant dans la médiation. Ils deviennent quoi les projets de Scientific Game Jam? Est-ce qu'il y a un exemple de jeu vidéo développé dans le cadre d'une Scientific Game Jam qui aurait pu percer,
éventuellement évoluer un petit peu, être connu au-delà de ce cercle-là? Ou est-ce que c'est pas la fonction de la Scientific Game Jam de produire ce type de jeu industrialisé? Ou est-ce que vous n'avez pas les moyens de le faire? Est-ce que vous cherchez à avoir les moyens de le faire? Parce que c'est vraiment une pépinière à idées. Enfin, c'est extraordinaire. Parce que là, bien sûr, on a fait un focus sur le prix lauréat, mais il y a on a plus plein de choses. Plus de 40 jeux qui ont été développés depuis le début. Et ça s'étend aussi parce que maintenant, on a, entre guillemets, proposé le concept à d'autres villes et on essaie d'avoir quelque chose de national. Nantes, donc on a Bordeaux. des jeux, Toulouse, on a eu une Game Jam là, à Toulouse, à Montpellier, à Nantes, enfin pas à Nantes encore, mais à Bordeaux. À Bordeaux, ouais, chercher Bordeaux. On avait fait avec le CRI à l'époque à Paris, où effectivement notre titre au début c'était Popularize Your PhD, populariser votre thèse. Donc je suis d'accord avec toi. Comment? Ah bah oui. Allez, vous êtes bien au Forum des Nîmes en direct. À Palaiseau, voilà. Donc les jeux, au début, nous, on voulait faire fortune. Et donc du coup, créer des startups et tout. Non, je rigole. On savait pas trop en fait. On expérimente. Il y a des jeux qui se suffisent à eux-mêmes. Donc on peut jouer comme ça avec 2-3 petits tableaux. Et donc c'est souvent ceux-là qui fonctionnent le mieux pendant la fête de la science ou pendant d'autres manifestations. Il y a des jeux qui ont intéressé nos collègues de la Maison pour la Science ou du rectorat ou de la CASMAT. Et donc on les a un petit peu plus poussés parce que la doctorante avait envie aussi d'être dans cette partie de vulgarisation. Donc le jeu de la Forgeron Baston a été modifié et a été utilisé dans la formation pour les professeurs des écoles sur les sciences des matériaux. Et puis je donne un dernier exemple. On a un jeu là cette année en sciences humaines et sociales d'un jeune chercheur qui travaille sur la beauté et la représentation de la beauté. Donc ils ont fait un petit jeu qui s'appelle Swagram où il y a tous les codes de la beauté et donc il faut avoir des followers et tout ça. Est-ce qu'on a le nom de cette personne? Vous vous en souvenez de ce chercheur-là? Je pense que ça peut intéresser Olivier Mocco. Oui, enfin on en parlera. On en parlera. Tout est sur le site internet. Et donc ils l'ont retravaillé dans le cadre des projets financés par Grenoble et par l'IDEC, les CDP, pour en faire une deuxième version et ils vont le présenter à des forums, notamment à L'Oréal et autres. Donc ça, ce jeu-là, il y a des chemins. Il y a du chemin qui se fait et après on laisse aussi, parce qu'on n'a pas les moyens, pour répondre aussi à votre question, on n'a pas les moyens. Quand au début on s'est renseigné pour faire un jeu vidéo et on nous a dit, on avait, je vais pas trahir, on avait peut-être 4 000 €, un truc comme ça, on était tout fou. Janine Jean-Baptiste, la directrice de la CASMAT, elle s'en souvient. On était tout foufou avec 4 000 €, on voulait faire un jeu vidéo. Et on a dit, non mais vous êtes bien gentil, c'est au moins 300 000, 400 000 €. Donc on a fait un autre jeu avec un autre studio, un petit truc qui a marchoté. Mais on a commencé comme ça. Une question, vous avez un micro déjà. Non, j'ai 2 petites questions en fait. D'abord, vous semblez faire balayer comme ça d'un revers de main la question de l'addiction. Or, je pense qu'elle est quand même intéressante. Il faut quand même se la poser. Alors peut-être, est-ce que, comme j'avais posé la question précédente, est-ce que vous intégrez cette notion d'addiction dès la conception du jeu? Parce que ceux qui achètent, c'est les parents. Les parents peuvent être inquiets, etc. etc. Deuxièmement, la question économique, qui a été pas mal évoquée. Comment on fait pour faire des jeux qui rentrent dans la cour des grands? Parce qu'on n'a pas envie, sous prétexte d'être un jeu scientifique, qu'on va faire un jeu de pauvres, ou sous prétexte qu'on est financé par la recherche publique, qu'on va faire un jeu de pauvres. Et moi, souvent, au CNRS, je vous le dis sincèrement, j'ai été un peu sur la réserve à cause de ça, parce que j'estime qu'on n'avait pas les moyens de nous lancer dans quelque chose qui serait comparable avec les mêmes codes, avec la même qualité que ce qui se fait avec les grands industriels du jeu vidéo. Mais je suis toute prête à me laisser convaincre qu'on peut faire autrement. Mais je voudrais savoir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir Ubisoft derrière soi. Merci. C'est vrai, c'est formidable. Voilà. C'est super intéressant. D'abord sur la question de l'addiction. Déjà, c'est peut-être pas mal pour un développeur de jeux vidéo, l'addiction. Après tout, ça fait plus de clients, plus de joueurs. Alors, comme on est dans un forum scientifique, on parle de dépendance comportementale sans substance psychoactive, déjà. Bon, ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Vous pouvez y aller. Au-delà de tout ça, en fait, c'est une question qui est en cours de questionnement, et c'est pour ça que l'OMS l'a inscrit dans le DSM-5, justement, pour créer cette enquête épidémiologique.
Est-ce qu'il y a des pratiques excessives? Oui, clairement, évidemment. Est-ce qu'il y en a déjà vu des pratiques excessives sur un Scientific Game, Serious Game? J'espère que... Enfin, j'aurais tant aimé que oui. Oui, on n'est pas menacé, j'ai envie de dire. On n'est pas encore menacé par tout cela. Après, il y a deux choses qui sont problématiques, en tout cas. C'est la question du multijoueur, qui est, en fait, c'est ça qui est chronophage et qui fait que vous jouez beaucoup. Parce qu'en fait, vous avez une dépendance, pas forcément au jeu, mais à l'espace social, à la norme, à la règle, au groupe et à les engagements que vous tenez. De la même manière que quand vous faites du foot, de la musique en orchestre, des choses comme ça, c'est le même principe d'honorer ses rendez-vous. Et après, il y a certains jeux qui ont effectivement Candy Crush en tête, qui ont cette fois-ci une politique d'analyse de données, qui utilisent des mécaniques qui ne sont pas fair, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment, on ne vous dit pas comment c'est le déclenchement de la victoire et qu'on vous tient parce que c'est un business model qui est basé sur du micro-paiement et sur de la frustration en fait. C'est énormément travaillé là-dessus. Sur la mise à l'échelle économique de ces jeux, ouais, bah, clairement, nous, on l'a pas vu comme... on a aussi des discussions, on est approché avec Ubisoft pour discuter de comment on pourrait travailler ensemble ou autre. Après, c'est vrai que clairement, c'est pas notre but, c'était plutôt d'expérimenter ce format-là de travail qui est très à la mode, de enfin voilà, de hackathon. On voit beaucoup, notamment pour que les étudiants de différents horizons. En fait, c'est plutôt ça. Nous, c'est plus dans une manière un peu de nouvelle pédagogie. De prendre des étudiants en design, en informatique, en sciences humaines et sociales aussi, parce que voilà, il n'y a pas que des étudiants entre guillemets des sciences dures, de prendre un peu toutes ces personnes-là et de les mettre ensemble pour qu'ils produisent en un temps réduit un prototype qui est là, un jeu vidéo. Et après, sur la suite, comme je vous l'ai dit, on a essayé plusieurs pistes de manière voilà, purement en tant qu'amateur, amatrice, mais on n'a pas envie d'aller plus loin et d'en faire un blockbuster, mais plutôt de développer plutôt cette façon de travailler, d'utiliser les outils de médiation. Olivier, alors juste une petite phrase, on s'approche de la fin de cette table ronde. Allez-y, Olivier. Non, c'est qu'il y a un succès, ça me vient en tête, c'est le Kerbal Space Program de la NASA, qui est, lui, c'est un million-seller, qui en plus a une communauté très très forte. Et donc, il est autoporté, c'est un vrai hit du jeu vidéo, c'est un jeu scientifique. Donc ça existe, mais il est fun. Voilà. Quelque part, on s'est un petit peu affranchi d'une image, parce que finalement, dans la réalité, c'est pas non plus ça. La science, c'est assez fun aussi. Donc, mais il est destiné aux joueurs, il y a une grande maniabilité. Enfin, c'est un super jeu avant toute chose. J'allais te donner le même exemple. En fait, eh ben, c'est super. Eh ben, ça sera sur cet exemple, on le recite. Le jeu s'appelle Kerbal Space Program. Qu'on pourra donc développer par les équipes de la NASA. Juste un mot pour terminer sur la chaire qui va s'ouvrir, qui est signée officiellement à la rentrée. Cette chaire de jeux vidéo, un mot dessus. Pourquoi l'avoir mise en place? Avec c'est qui? super. Non, donc c'est une Il y a chaire. un projet derrière. Ouais. C'est une chaire de mécénat, donc c'est un système. Vous voyez en gros ce que c'est que le mécénat. C'est un industriel qui donne de l'argent pour une cause. Donc c'est pas un industriel qui commandite, il donne de l'argent pour une cause. L'État est un petit peu derrière, mais c'est le cœur c'est ça. Donc nos projets, c'est d'abord d'avancer notre jeu, puis éventuellement d'en imaginer d'autres sur d'autres sciences. C'est faire travailler les élèves qu'on a sous la main, donc les élèves de l'Institut Polytechnique de Paris ou de l'École Polytechnique, sur du jeu vidéo. Ils ont envie, ils sont nés encore plus que nous avec des jeux vidéo dans les mains, et ils ont envie d'en faire dans leurs projets. Donc là, à la rentrée, on aura au moins 4 projets étudiants, donc c'est des petits groupes étudiants qui font pendant toute une année, c'est une grosse game jam, mais diffuse. Et on va rajouter aussi dans la grille de l'enseignement de l'école polytechnique des cours vraiment dédiés aux jeux vidéo avec des professionnels du jeu vidéo. Et puis ce qui nous intéresse peut-être encore plus ici, on va lancer un colloque. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres qui existent, qui sera sciences et jeux vidéo. C'est quoi, c'est novembre? On le fera en novembre. Ouais, le premier, je pense, parce que ça avance très vite, sera limité aux gens qu'on a sous la main, c'est-à-dire, mais je prends tous les CV, non pas les CV, toutes les cartes de visite. Sera limité sans doute à des gens d'Ubisoft et de l'école polytechnique parce qu'on les connaît et qu'on les a sous la main, mais ça a vocation à grossir s'il y a de l'appétit pour ça. Et donc l'idée, c'est de se faire rencontrer des professionnels de l'industrie vidéoludique, des chercheurs, et qui repartent ensemble avec des projets communs et des activités à développer. Pour suivre l'info relative à ce colloque, on s'y prend comment?
Est-ce que vous avez un channel particulier, un compte Twitter, ne serait-ce que... Pour l'instant, on s'y prend pas. Notre com n'est pas encore En place. développée. Bon. Il n'y a pas encore d'hashtag. Mais ça va venir. Ouais. En tout cas, c'est pas Forum CNRS, ça c'est sûr. Mais Nims. Oui, je l'ai fait. Mais on exprès mettra un cette petit fois-ci. truc sur le forum Nims comme ça. On est déjà sur la fin de cette table ronde. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Raphaël Granier de Cassagnac, Olivier Mocco, Thibaut David, Priscilla Larcher et Hugo Nani.